On, on est de retour pour le Style Buster à Lille numéro 1. Désolé pour le premier live parce qu'on avait un peu de retard sur la vidéo. Donc c'est pour ça qu'au début, vous ne voyez rien. Mais aujourd'hui et maintenant, on est au point. Et on démarre la seconde interview avec Naste, qui est un graffeur historique de Lille et que j'ai rencontré il y a très longtemps via les sprays. Donc on va parler de sa passion pour les sprays tout de suite. Salut Naste. Salut Bertrand, merci à toi pour l'accueil. Et bienvenue. Et on attaque tout de suite le vif du sujet. Tu as une grande passion pour les bombes de peinture. Donc les bombes de peinture, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un objet qu'on utilise pour le graffiti, mais surtout c'est un objet qui n'est pas fait pour peindre, c'est un objet qui a été détourné de son usage. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette passion qui est un peu atypique pour cet objet ? Effectivement, comme tu dis, on s'est rencontrés, je pense, dans les années 2006, dans ces eaux-là, à mon avis, dans ces eaux-là. Ça, ouais. Et tu étais un des rares qui avait une passion, une appétence pour le matériel et pour voir d'autres choses. Parce que dans le milieu du graffiti, il faut savoir qu'il y a 2, 3, 4 marques qui se tirent la bourre au niveau commercial. Et toi, tu avais déjà cette volonté de voir autre chose, tester les trucs, etc. Ce qui est assez rare. Parce qu'en général, quand tu es confortable dans un outil, tu restes dedans. Et comme moi, j'ai toujours été à fond dedans, c'est vrai que tu t'étais tourné vers moi. On avait changé les bombes, on avait des retours, on expliquait les couleurs, les pressions, les valves, etc. Donc comme tu le dis, c'est ça qui est magique dans la bombe de peinture, c'est que c'est pas du tout fait à la base pour le graffiti. Ça a été détourné pour. Et la magie, moi c'est ça qui m'a attiré dedans aussi quand j'étais jeune, c'est que une fois que tu as appuyé sur le cap et que tu as de la couleur qui est projetée contre le mur, c'est un côté tellement magique et tellement incroyable que tu es plus ou moins obligé de tomber red dingue du truc et d'avoir un rapport fort avec l'outil, parce que c'est ça aussi, c'est que moi je lis beaucoup d'artistes, beaucoup d'interviews d'artistes de toutes les époques de peinture. Ils n'ont pas un rapport à l'outil qui est hyper affectif, on va dire. Ils peignaient un peu avec tout ce qu'ils trouvaient. C'était les autres époques, donc il y avait moins d'offres, c'était de la peinture à l'huile, c'était des temps de séchage, etc. Des caractéristiques plus compliquées. Mais c'est rare de tomber sur un artiste qui est vraiment passionné par son outil. Tu vas pouvoir tomber sur un ébéniste qui va te parler de son ciseau à bois, ou un garagiste qui va te parler de sa clé de douce. Enfin bref, tu vas en trouver, mais c'est quand même assez rare. Et c'est vrai que dans le graffiti, moi je passais un peu pour un ovni au début, à chercher la bombe la plus vieille possible, tel rouge dans telle marque, etc. Ouais. Mais à l'origine c'était ça. À New York, ils étaient obligés de faire avec ce qu'ils avaient, tu vois. Ah ouais. Ils avaient tel magasin de bricolage au coin de la rue, ils avaient le rouge, et ils n'avaient pas de dégradé de rouge. Mais toi, t'es capable de faire 100 km en vélo pour aller chercher une... Alors en fait, au début, moi quand j'ai commencé dans le graphe, graphe, comme on disait dans la première version tout à l'heure, quand j'ai commencé, il y avait déjà des shops, il y avait déjà des magasins, ça s'est tout de suite mis en place, même peut-être Bobo t'en a parlé tout à l'heure, 86, 87. À partir du moment où il y a de l'argent à se faire, il y a quelqu'un qui arrive et qui va monter un business. Donc il y a toujours eu le business de la bombe. Donc moi quand j'ai commencé, tu avais déjà des magasins spécialisés, tu pouvais acheter ton pull, ton baggy, tes bombes, etc. Donc j'ai pas cherché beaucoup plus loin, tu vois, j'ai acheté les bombes qu'on pouvait trouver le plus facilement et que mes potes achetaient. Et puis à force de plus avoir de thunes, il a fallu que je trouve d'autres moyens, donc j'ai commencé à en voler, parce que j'étais un gros consommateur de bombes. Et puis j'ai commencé à chercher les magasins près de chez moi, les drogueries, les quincailleries, etc. Mais j'ai tout de suite eu du mal à voler dans les petites boutiques. Ça m'embêtait, je savais que c'était commercialement, c'était dur. Donc je volais pas dans les petites boutiques, donc j'ai commencé à voler dans les plus grandes enseignes, etc. etc. Et à force de chercher des autres bombes, je m'intéressais aux caractéristiques. Ça a commencé à influencer mon graffiti, sur quel support ça passait, etc. Et puis là, c'est devenu une obsession. Ça a même pris le pas sur le graffiti. Je cherchais de la bombe. Ouais. Je cherchais des vieilles bombes, des vieilles bombes, des vieilles bombes, des vieilles bombes. Et j'ai fait toutes les drogueries, quincailleries de France, de Belgique, etc. Et du coup, est-ce que tu penses que dans le graphe, la performance de peindre avec une bombe est plus importante que le résultat sur le mur qu'on pourrait avoir avec, par exemple, des pinceaux ? On a un enterrement de vie de jeune fille, je crois. Je sais pas ce qui se passe. Alors, on a une manifestation. On a du... Bref, je sais pas si tu nous entends encore, c'est bon ? Ok. Et... C'est relou. Et... Ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, dans le graffiti, si tu veux, on en a souvent parlé avec Espac, et c'est lui le premier qui m'avait mis un peu qui m'avait fait réfléchir là-dessus. C'est un débat qu'on avait eu avec Sienne, 123 clans à l'époque de Cap Nord, qui a entamé ma réflexion là-dessus. C'est que Sienne, lui, les 123 clans, leur slogan c'était « Style is the message ». Donc le style et le message. Et nous, on n'était pas du tout là-dedans. Et on avait eu un débat, je m'en souviens encore, on était dans un café lillois bien connu. Et Espac, c'était, alors pas pris le bec avec Sienne, mais une bonne discussion comme on en a rarement, argumenté, etc., avec des arguments. Et il lui avait dit non, le graffiti c'est act is the message. C'est le fait d'en faire qui est important. Le style,
c'est pas forcément, tu le vois sur les métros new-yorkais, il y a eu tous les styles possibles, il y a eu des LED bâtons, il y a eu des wild style, il y a eu des 3D, il y a eu des bubbles, des machins. Mais l'important, c'est le geste, c'est le fait d'être dehors, le fait de faire quelque chose qui n'est pas permis, qui à l'époque était original, parce que ça se faisait pas. Aujourd'hui, ça devient un lieu commun, le graffiti. Ça surprend plus grand monde, tu vois. Ça fait chier les gens, mais ça les surprend pas. Il n'y a plus l'effet magique qu'il y avait pu avoir à une époque, tu vois. Et moi, c'était ça qui m'attirait. C'était de faire un truc de, comme je te disais tout à l'heure, de faire un truc de super-héros. D'écrire son nom en grand. Pour moi, c'était incroyable quand je voyais les Slick, les Aspic, les Wushu quand j'étais petit. Je me disais, mais comment ils écrivent aussi grand? Je comprenais pas. C'était un mystère total pour moi. Et quand j'ai commencé à rentrer dans le milieu, à voir qu'il y avait différents caps, différentes bombes, etc., là, j'étais piqué. J'étais à fond dedans. Et quand je fais quelque chose, en général, je le fais à fond de balle. Là, il y a carrément le carnaval de Dunkerque, je crois, qui est à côté de nous, je crois. Là, on est rincé. Ouais. Alors, je vais essayer d'en profiter pour poser haut et fort la prochaine question. Si tu veux, je voulais savoir. On vit à une époque où les graffeurs sont tous Instagrammeurs, où on fait des voyages au Japon, on fait des voyages en Australie, on fait des voyages aux États-Unis pour faire un graphe. Et toi, tu es plutôt un outsider là-dedans parce que tu vas plutôt être quelqu'un qui va vraiment aller dans les petits recoins de notre région du Nord-Pas-de-Calais pour déjà te promener et puis ensuite faire le petit tag qui va bien. Et quand on fait sa promenade, on voit tes tags partout. Alors pourquoi tu fais ça plutôt que faire des moi, il y a des deux gros raisons voyages? à ça. Il y a une raison, c'est Edge, qui était un tagger des années 80-90, EDGE. Et c'est le premier mec qui sortait de Lille. Il avait défoncé Lille, il avait fait ce qu'il avait à faire à Lille, mais à côté de ça, il était cyclotouriste. Donc lui, il prenait déjà les nationales, les départementales, etc. Et dans les années 92, 93, 94, c'est ce que je raconte toujours dans les anecdotes, quand tu allais au mariage de ta belle-sœur ou à la communion de ton cousin dans des bleds dans le Pas-de-Calais ou dans le Nord, tu voyais des Edge. Et c'était plus marquant que 25 fat cap d'un autre mec à Lille, tu vois, parce que tu disais putain, qu'est-ce qu'il est venu foutre là, le mec, comment il est venu là, parce que dans les années 90, on n'avait pas forcément des bagnoles, des machins, des trucs, donc déjà on se demandait comment il était venu là. Et il y avait un côté poétique, tu vois, c'était autant en ville, ça devenait déjà normal, tu vois, le graffiti, c'était tu vivais avec, il y en avait partout. T'allais à la campagne, tu voyais un tag, tu disais waouh, t'étais surpris, tu vois, donc ça me marquait encore plus, tu vois, et c'était le seul mec qui faisait ça. Donc en plus, c'était un mec que j'ai appris, que j'ai connu plus tard, et avec qui je m'entends super bien. On est un peu pareil, on est straight edge, machin. On avait un profil un peu similaire, tu vois. Donc lui m'a mis dans ce truc-là de régionalisme, on va dire, tu vois. Alors pas du tout au sens dévoyé et galvaudé par les royalistes, les fascistes et tous ces connards-là, mais vraiment au sens voyager dans ta région pour transporter ton art ailleurs. Alors le tag, quand tu voyages dans ta région, c'est secondaire, hein. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de découvrir des nouvelles villes, faire les drogueries avec un quincaillerie, parce que forcément, moi, je cherchais les vieilles bombes, donc j'allais dans tous les bleds. Et le deuxième truc qui m'a plus ou moins mis là-dedans, c'est que moi, j'ai jamais trop aimé voyager. Même de base, étant jeune, j'aimais pas aller en Espagne. J'ai jamais fait les voyages que tu fais quand t'es jeune, où tu pars avec tes potes en Italie, en Espagne, tu loues des apparts, des machins. Ça, j'ai jamais aimé parce que j'ai toujours été hyper solitaire. Donc je me baladais déjà tout seul en vélo, etc., etc. Et comme j'ai un côté très maniaque, à force, je me suis dit, il faut que je connaisse toutes les rues de la Madeleine, de Lille, de la métropole lilloise. Et là, maintenant, c'est à la région. Donc là, je fais tout. Je vais pas dire que je connais toutes les rues, toutes les villes du Nord-Pas-de-Calais, mais je connais très très bien ma région et je l'aime et j'ai ce qu'il faut en termes de sensations et d'émotions pour pas. Alors, ça me dérangerait pas d'aller voyager, comme tu dis, au Japon, en Australie, au Pérou, n'importe où. Mais j'ai déjà tellement de voyages à faire dans mon coin que. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est dans ce sens-là parce que tu vois, moi je crois que j'en ai déjà parlé. Je suis un gros lecteur de Sylvain Tesson. Et Sylvain Tesson, il a fait l'inverse. Il a voyagé dans toute la planète pour revenir en France et chercher ce qu'il appelle les chemins noirs, qui sont tous les petits chemins perdus en France. Ouais. Et moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait tous les petits chemins d'abord autour de moi, tu vois, concentriques. Et peut-être que je finirai au Pérou, au Japon, dans 10 ans ou dans 15 ans. Hein, mais j'ai encore beaucoup de boulot à faire dans le Nord-Pas-de-Calais. Et peut-être une dernière question. Quand tu fais... voilà, toi, tu es un amoureux du tag. Donc le tag, c'est une pratique que quasiment tout le monde déteste. Et comment on peut expliquer aux gens qu'on puisse aimer le tag? Je pense que c'est impossible. Quand je pars en terrain, notamment le long des chemins de halage par chez nous vers Marquette et compagnie, on a beaucoup d'échanges avec les gens. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'aime bien parler, j'aime bien me confronter avec les gens, j'aime bien me foutre un peu de leur gueule, mais dans le sens gentil, tu vois, dans le sens humain, un peu les titiller, machin. Et tu fais des super rencontres. Tu rencontres des gens de 70 ans qui connaissent le graphe ou le graffiti ou le tag, mais qui vont te parler d'un article qu'ils ont lu dans Le Monde en 84, tu vois, sur Keith Haring, sur machin. J'ai déjà rencontré des gens qui connaissaient
qui connaissait dès ça, MTA, tu vois, qui est un New-Yorkais, faut être dans l'underground du graphe pour connaître, tu vois. Et bref, le mec était chasseur, dentiste, et n'avait rien à voir avec le graffiti, mais il se documentait, etc. Et ça, avec ces gens-là, tu as des super échanges. Mais le tag, c'est impossible. Tu peux en parler, le montrer, que ce soit des mecs comme Asile, etc., qui le transforment, qui en font autre chose. Ça reste un geste que les gens ne comprennent pas et qui est principalement lié à la propriété privée. Le gros problème, c'est la confrontation avec la propriété privée. Les gens sont tous plus ou moins déjà fait taguer une fois leur baraque, ou leur bas d'appart, ou leur camion, ou je ne sais quoi, et ils sont traumatisés. Pour eux, c'est une agression. Le tag, c'est une agression au sens propre. Tu vois, c'est physique. Ils se sentent agressés, ils se sentent. Il y a des gens qui vont dire qu'ils se sentent violés, tu vois, parce que tu as tagué chez eux, donc tu es rentré chez eux, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y a quasiment personne, même des gens qui se documentent, qui lisent Beaux-Arts Magazine, etc., etc. En 2021, ils vont aimer le graphe, ils vont aimer plein de trucs, mais le tag, même via John One, ils vont pas aimer, tu vois. Ils vont peut-être aimer John One parce que c'est John One, mais si tu leur montes un tag John One tout seul au Fat Cap Crillon de 85 à la Chapelle, ils vont pas aimer, tu vois. Ils vont pas aimer. Ouais, Le tag, c'est vraiment, ouais. je pense que ça changera jamais. Bah, Tant écoute, mieux, dans un sens, tant mieux. Parce que moi, c'est c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que entre nous après, il y a eu, puis même, tu vois, il y a une grosse médiatisation du graffiti. Mais il y a tout un côté qui repart dans l'underground, tu vois. Il y a eu de la médiatisation, il y a eu des bouquins qui se vendent, etc. à une époque. Là, tu repars sur des éditions vraiment petites, tu vois. Que ce soit les bouquins, les trucs, les machins, tout redevient un peu confidentiel et ça, je trouve ça cool. Ça marche. Bah écoute, je te remercie en tout cas pour Merci à l'interview. toi encore Merci une d'être fois. là. Et puis, Merci à l'équipe technique. je vous donne rendez-vous tout à l'heure, moi, pour la chose suivante. Alors, est-ce que ce sera une interview? Est-ce qu'on va filmer des graffeurs? Est-ce qu'on va filmer des personnes en train de dessiner? On ne sait pas. En tout cas, il se passe plein de choses ici. Vous allez voir, c'est incroyable. On est encore désolé, c'est fermé pour le public. Mais la prochaine fois, vous verrez, vous pourrez venir. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder. Et on se dit à tout de suite.